Non, 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 non. Pas de ce côté, vous-même. Yeah. Ça y est. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler achat de maison. Alors dans la vidéo précédente que j'ai faite, on a beaucoup vu des maisons, on est passé devant, on en a même visité une. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer quelles sont les 6 choses à faire pour acheter une maison aujourd'hui en Ontario. Mais on va pas faire ça de l'intérieur, on va sortir un peu, se balader dans Toronto, et pendant qu'on marche, je vous explique quelles sont les étapes à suivre. Et on fait ça juste après ceci. Oh, stop! N'oubliez pas de souscrire. N'oubliez pas de souscrire, de mettre un petit pouce, de vous abonner. Ça m'aide et ça m'encourage. Merci. À tout de suite. Voilà, on est arrivé. J'ai décidé de faire cette vidéo en ville parce que j'ai envie un peu de sortir de chez moi. On m'a vérifié si j'ai mon masque. Ouais, j'ai mon masque. Donc j'ai décidé un peu de sortir de chez moi. Et dans cette vidéo, comme je le disais, on va parler 6 étapes qu'il faut pour acheter une maison. Et là, on va aller vers la première étape. Ah mon Dieu, il fait froid. Ouais, l'hiver est là, les gars. L'hiver est là. La première étape, c'est le pre-approval. C'est de savoir combien la banque peut vous passer. Et pour faire ça, vous allez là, à la banque. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller à la banque. Vous pouvez passer par un mortgage broker qui est en gros une compagnie qui gère des mortgages. J'ai remarqué que ces mortgage brokers ont des deals plus intéressants pour ceux qui n'ont jamais acheté de maison avant. Le taux d'intérêt que moi j'ai eu par mon mortgage broker était plus bas que le taux d'intérêt que la banque me proposait. Mais peu importe, votre approval, vous pouvez le faire n'importe où. L'important en sortant de la banque ou en sortant de chez le mortgage broker, c'est de savoir si je peux acheter une maison à 5 000, à 500 000, à 1 million, bref, quel est mon pouvoir financier. Une chose à savoir lorsque vous faites ce genre de demande, combien vous pouvez emprunter maximum. Lorsque vous êtes en CDI, c'est simple, on prend en compte votre salaire annuel et c'est ça qui permet de décider combien il peut vous passer. Lorsque vous êtes en contrat, c'est-à-dire que vous êtes un intérimaire, c'est différent. Un indépendant, c'est différent. Ce qui compte, c'est la moyenne de votre revenu pendant les 2 dernières années civiles. Il faut prendre ça en compte pour savoir combien la banque va vous passer. Donc c'est un truc à considérer, c'est un truc à savoir. Oh yeah, autre chose aussi, un truc à savoir aussi, c'est quand vous arrivez à la banque pour votre mortgage, ils vont sûrement vous demander combien vous êtes prêt à mettre de votre propre poche pour assurer l'achat de votre logement. Ça s'appelle le down payment et évidemment plus il est élevé, mieux c'est parce qu'en gros vous aurez besoin d'emprunter moins et c'est à ça que ça sert de venir ici. Voilà, étape 2 now. Il fait froid, mon Dieu. Donc une fois qu'on connaît son budget, l'étape 2, c'est de chercher un agent immobilier. Et on va parler de ça. Je m'assois quelque part. Parce que j'en ai marre de marcher. On va parler de comment choisir un agent immobilier, qu'est-ce qui est important dans le choix d'un agent immobilier. Je m'assois et on fait ça. Ouh mon Dieu. Les gars, il fait froid là. Pas de la blague. Mais bon. Une fois que le budget est défini et qu'on sait exactement combien on va dépenser, ce qui est important, c'est de trouver le bon agent immobilier. Choisir un agent immobilier qui vous aidera. Il y a 1 million d'agents immobiliers à Toronto. Choisir le bon et choisir un agent immobilier qui connaît l'historique de la zone où vous voulez rester. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris un agent immobilier que mes amis connaissaient. Mais je connais quelqu'un qui a choisi un agent immobilier qui connaissait la zone où elle voulait effectivement acheter une maison. Et en fait, ils ont des informations qui peuvent vous aider. Ils savent si tel immeuble vaut mieux que tel immeuble. Ils connaissent un peu l'historique des immeubles. Si cet immeuble a par exemple un dégât des eaux, ce qui a augmenté les prix des frais de copropriété, des choses comme ça. Donc, je ne dirais pas que c'est nécessaire d'avoir un agent immobilier qui connaît bien la zone, mais je dirais que c'est un plus. Donc, ça peut être intéressant. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être intéressant. Et une chose à savoir aussi à propos des agents immobiliers, en général, c'est gratuit. À Toronto, dans la zone ici, en général, c'est gratuit. Ils sont payés une fois que le deal est fait sur un pourcentage du prix de la maison. Certains agents immobiliers vous demanderont de signer un deal d'exclusivité avec eux, ce qui fait que vous ne pourrez prendre une maison qu'avec eux. Je trouve ça un peu liant, je n'aime pas trop cette manière de faire et je ne vois pas l'intérêt. Il y a tellement d'agents immobiliers, tellement de compétition, je ne vois pas l'intérêt
de se lier à un seul agent. Je veux dire, ça ne sert à rien. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Je connais des gens qui l'ont fait et l'expérience n'a pas été enrichissante dans la mesure où ces personnes n'ont pas eu envie de recommencer à faire ça. Surtout qu'il y a beaucoup d'agents qui ne le proposent pas. Donc c'est un truc à garder aussi en tête. Il y a des agents qui proposent des signatures d'exclusivité. Moi, je ne le ferai pas. Je ne recommande pas de le faire parce que personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Et je trouve que ça vous prive de la concurrence qui est dehors et qui peut vous apporter plus. Donc une fois qu'on a choisi sa zone, qu'on a choisi son agent immobilier, la troisième étape, c'est de s'armer de patience. Parce que chercher et trouver la bonne maison, mon Dieu, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 6 mois. Et ça prend du temps, ça décourage. Donc il faut être patient, il ne faut pas se décourager. Il faut être patient parce que le marché, c'est le marché, des fois, c'est lent. Et si on a des exigences, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on cherche. Moi, par exemple, je cherchais un condo avec une cuisine séparée. C'est super difficile à trouver. J'ai trouvé 2 immeubles qui proposaient ça. Une fois qu'on a trouvé, on n'est pas le seul sur le marché. Ce qui se passe, ce qui m'est arrivé, c'est que il y a d'autres personnes, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que vous. Donc par exemple, quand je cherchais mon appartement, j'ai trouvé un appartement à 460 000 $ à l'époque. Un truc super, un truc génial. Et pour moi, c'était le bon. J'ai fait mon offre, mais je n'étais pas le seul. Celui qui a eu l'appartement a fait une offre à 492 000 $ pour un appartement qui était listé à 450 000 $ ou 450 000 $ ou 52 000 $. Je vais vérifier. Bref, disons que pour un appartement qui était listé autour de 450 000 $, cette personne a fait une offre à 492 000 $. Donc quand vous vous battez, parce que bon, c'est une bataille, quand vous vous battez contre des gens qui ont ce genre de moyens et que vous avez des moyens un peu plus bas, franchement, honnêtement, c'est décourageant. Vous avez l'impression que vous raclez les fonds du tiroir pendant qu'ils déposent des liasses de billets de dollars. Donc forcément, ouais, ça fait un peu ça décourage. Mais il faut s'accrocher, il faut continuer. Et si une propriété vous plaît, faites une offre. Si l'offre n'est pas acceptée, c'est pas grave, continuez. Et ça nous amène à la 4e étape qui est l'offre. Comment se passe l'offre? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'offre, c'est en fait quand une propriété vous plaît, votre agent immobilier va vous envoyer un document dans lequel vous remplissez les blancs qui dit oui, je veux acheter ton appart au propriétaire. Donc, je vais acheter ton appart à tel prix. Il y a 2 sortes d'offres. Il y a des offres sèches et des offres conditionnelles. Pour que ces offres soient prises au sérieux, il faut mettre un dépôt sur ces offres. C'est-à-dire que quand vous faites l'offre, vous envoyez de l'argent avec pour montrer à quel point vous êtes sérieux. C'est pour ça que pour moi, il est important de faire une offre conditionnelle. Ça vous permet de ne pas perdre votre dépôt si jamais l'offre n'aboutit pas. Une offre conditionnelle, ça veut dire je te fais l'offre, mais voici mes conditions. Si tu acceptes mon offre, voici les conditions pour que l'offre soit effectivement valide. Type 1, mon offre, elle sera valide si mon agent d'inspection vient inspecter ta maison et trouve que tout va bien. Ça, c'est un truc. En général, quand on fait des offres, on n'a pas encore l'argent de la banque parce que la banque nous passe de l'argent en fonction de ce qu'on veut acheter. La deuxième condition pourrait être mon offre devient valide si la banque m'autorise à prendre son mortgage. Ce qui veut dire que vous faites l'offre conditionnelle. Si le propriétaire accepte, alors vous allez à la banque ou chez le mortgage broker, chez la personne qui doit vous donner le mortgage. Et si vous acceptez, si vous recevez le mortgage, alors votre offre devient valide. Ce qui veut dire que si jamais vous allez à la banque et que la banque, en fonction des conditions de ce condo, de cette maison particulière, par exemple, je ne sais pas moi, les frais de condo sont trop élevés ou quel que soit, si ça ne marche pas avec la banque, vous pouvez directement aller chez le propriétaire et juste lui dire, écoutez, la banque ne m'a pas donné mon argent, ne m'a pas donné le mortgage, donc je ne peux pas acheter ton appartement ou ta maison, donc retourne-moi mon dépôt. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une offre conditionnelle, parce que ça permet de récupérer son argent si jamais les choses se passent mal. Aussi, un truc à savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui vous pousseront à faire une offre non conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Et les offres conditionnelles sont pas forcément celles que les propriétaires préfèrent. Mais n'écoutez jamais un agent immobilier qui vous force à faire les choses que vous ne voulez pas faire. Et c'est pour ce genre de cas qu'il faut bien choisir son agent immobilier. Parce que si jamais vous en choisissez un qui vous pousse, vous ne serez pas à l'aise.
Le mien ne me poussait pas du tout, il était même très mou, des fois je trouvais, mais honnêtement je préfère ça. J'ai vu des agents immobiliers pousser des gens et franchement vous ne voulez pas ça parce que vous êtes en train de faire le plus gros investissement de votre vie, vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse. C'est pour ce genre de choses que le choix de votre agent immobilier est très important. Et bien sûr, les offres peuvent être déclinées parce que le propriétaire trouve que ça ne vaut pas la peine. Il peut aussi faire une contre-offre, c'est-à-dire que vous faites une offre, certaines de vos conditions ne lui plaisent pas, il vous fait une contre-offre, ce qui c'est une négociation, c'est plutôt bon signe. Moi, personnellement, j'ai dû faire 6 offres en tout sur 6 appartements différents parce que souvent elles sont rejetées puisque moi j'ai fait les offres conditionnelles et que certains propriétaires n'aiment pas ça. Ou alors d'autres ont offert plus d'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, 30 000 $ de plus, et j'ai pas fait le poids, tout simplement. Une fois que l'offre est acceptée, yes, et on enclenche sur l'étape suivante. Donc, une fois que l'offre a été acceptée, on a ce qu'on appelle la date du closing. C'est en gros la date où on récupère les clés. Entre l'offre acceptée et le closing, il se passe environ, pour moi, il s'est passé à peu près 2 mois et il y a beaucoup de choses à faire. C'est le moment où je trouve un avocat. Alors, en général, lorsque vous travaillez avec un agent immobilier, celui-ci a accès à des avocats. En général, ils travaillent en groupe, ils connaissent des avocats, ils connaissent des mecs qui font des inspections. Donc, vous pouvez vous servir de ces contacts pour avoir ces personnes autour de vous. Ça peut aider, ça fait moins de stress sur vous. Parce qu'acheter une maison, c'est très stressant. Les frais d'avocat, parce qu'une fois travailler avec un avocat, ça coûte de l'argent. Et en gros, les frais d'avocat, je crois que c'est entre 5, 10, 15% du prix de l'appartement. Donc, il faut prévoir ça quand vous êtes en train de faire vos calculs. Et ce qui est important à savoir pendant cette période, c'est que vous avez à peu près, je crois que vous avez 3 visites entre la signature de l'offre et le closing. Vous pouvez vous servir de ces visites pour aller prendre les mesures de votre appartement, voir quels sont les meubles que vous pouvez acheter et aussi vous pouvez aller dans cet appartement pour faire une inspection, voir si tout ce qu'il y a dedans, s'il y a des choses qui sont à réparer. Bref, c'est important parce que vous pouvez utiliser ça pour négocier le prix. Je sais que moi, quand j'ai pris mon appartement, parce qu'une fois, quand on visite, on ne voit pas tout. Des fois, quand on visite, il y a encore les affaires de l'autre locataire qui est là, donc on ne voit pas tout. Donc pendant qu'on inspecte, c'est important de faire attention aux détails. Moi, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des détails au niveau du plancher, des détails au niveau des fenêtres qui ne m'allaient pas. Ça m'a permis de baisser un peu le prix d'achat. Bon, c'est pas énorme, mais je crois qu'en tout, j'ai dû baisser de 2 000 $ sur un truc de 450 000. Mais ça permet d'avoir un petit rabais de temps en temps et c'est pas inutile. Et quelques jours avant de récupérer les clés, il faut faire une dernière visite pour être sûr que tout ce qui est là correspond à ce qui doit être là. On a eu des histoires où lorsque le mec a signé, les fours, micro-ondes, frigo étaient tout neufs. Et le jour où il a récupéré sa clé, ils ont été remplacés par des anciens. Donc vous voulez être sûr que ce que vous avez signé pour est ce que vous récupérez le jour du closing. Donc vous voulez être sûr, avant de récupérer la clé, que tout va bien. La dernière étape, celle à laquelle peu de gens pensent, ce sont les réparations. Parce qu'à moins que vous achetiez un appartement tout neuf, qui vient juste d'être livré, vous aurez des réparations à faire. Et en fonction de votre goût, en fonction de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ça peut monter très haut. Donc il faut faire attention à ça. Lorsque vous achetez un appartement aussi, regardez combien de réparations vous aurez à faire dedans. Le mien, je l'ai acheté, il était un peu moins cher que la moyenne du bâtiment parce que j'avais beaucoup de réparations à faire. J'ai dû changer le plancher, les électroménagers, j'ai dû repeindre l'appartement. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire moi-même, changer les rideaux, bref, changer plein de trucs. Et ça m'a coûté à peu près, entre les matériaux et la main-d'œuvre, ça m'a coûté à peu près, je dirais, dans les 15 000 $. C'est un truc que les gens ne regardent pas vraiment, sur lesquels ils zappent un peu. Mais ne zappez pas dessus. Quand vous faites votre budget, pensez vraiment à combien vous allez mettre dans votre appartement. Voilà, c'est fini. J'espère que la balade vous a plu. Moi, je suis rentré, je suis frigorifié, mais j'étais content d'être sorti. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de souscrire, de mettre un petit pouce. Ça m'aidera beaucoup et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Hey, gars, je sais que j'ai dit ça, mais putain, j'ai froid.